2 jours, Elisabeth Borne va poursuivre le réchauffement entre les deux pays après des mois de tensions diplomatiques. Nous y reviendrons dans cette édition. À tout de suite. Ouvrons donc ce journal avec l'utilisation biaisée des services financiers en Afrique qui engendre des pertes économiques énormes, près d'1 milliard de francs CFA pour l'exercice 2021. Une situation qui pousse à interroger la crédibilité des banques. Les détails avec vous, Muriel Andy. On regarde. Les institutions financières sont sous-utilisées en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Le taux élevé de bancarisation, soit 11,2%, est en hausse depuis 3 ans. Et selon la BEAC, celui-ci biaise la rentabilité économique escomptée quant aux multiples offres et services de ces dernières. Le taux de bancarisation au Cameroun ne représente pas l'utilisation réelle des services financiers dans leur entièreté. La majorité de la clientèle concerne les comptes des salaires qui n'ont pas un réel impact positif dans l'économie. Malheureusement, les services bancaires n'attirent pas grand monde au Cameroun, il faut le dire. Avec une perte estimée à plus d'1 milliard de francs CFA pour l'exercice 2021. En corrélation avec la non-inclusion financière, la BEAC redoute la non-crédibilité des institutions financières et un attachement accentué au fintech. Vous savez, voilà pourquoi ces entreprises qui innovent dans la finance ou en usant des avancées technologiques ont le vent en poupe. La BEAC doit encore plus faire le gendarme car le principe de l'inclusion financière n'existe plus. Les vrais services financiers ne sont pas accessibles par la masse. À côté de cela, plusieurs institutions malhonnêtes ont empoisonné le secteur pourtant très porteur. La BEAC tire la sonnette d'alarme et invite les institutions financières ainsi que les États à mettre l'accent sur des politiques visant une forte émulation pour une utilisation optimale et efficiente des services bancaires. Autre actualité dans ce journal, s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites pour le recrutement de 35 élèves au cycle A de la division de la magistrature et des greffes à l'École nationale d'administration bien sûr, de magistrature et des greffes, il faut le dire, ENAM. C'était donc l'objectif du ministre Joseph Lé le dimanche 9 octobre 2022 lors de sa visite de ce côté. La détail dans ce compte rendu que signe Bernadine Florencinga. On regarde. 1218 candidats pour 35 places au concours du cycle A de la division de la magistrature et des greffes à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé effectue ce dimanche 9 octobre 2022 une visite dans cette école unique centre d'examen au Cameroun. Accueilli par Bertrand Pierre Sumbu Angoula, directeur général de l'ENAM, les deux hommes, après un tête-à-tête de 30 minutes à huis clos, entament la visite proprement dite sous la houlette du directeur général de l'ENAM. De la salle des machines où les sujets sont choisis et tirés, la délégation va visiter tour à tour la salle de traduction des sujets et le secrétariat où les épreuves sont prêtes à être mises à la disposition des candidats. C'est toujours bien de s'assurer que les choses se passent telles que prévues. Et je crois pouvoir vous dire que l'équipe est à pied d'œuvre ici depuis 1h du matin. Préparer les épreuves, faire la traduction, parce que tout se fait sur place. On ne le fait pas avant, mais ça se fait sur place. La sélection des épreuves, la traduction et ensuite le lancement des épreuves pour qu'il y ait le moins de risques possible de fuite. De toute façon, nous supprimons toute possibilité de fuite parce que tout le monde est concentré là. Le directeur général, toutes les équipes sont là et je crois pouvoir dire que pour le moment, il n'y a pas lieu de se plaindre de quoi que ce soit.
Passé cette étape, les ministres Joseph Lé et le directeur général de l'ENAM se rendent dans les salles d'examen pour rassurer les candidats et ceci sans mettre en marge les candidats en situation de handicap. Retenons que tout se passe bien. Tout se passe bien jusque-là. Il y a quelques cas d'absence. Bon, nous ne savons pas pourquoi ces absences, mais ils ne sont pas nombreux. Et tous ceux qui sont là, ils sont très concentrés, comme vous avez constaté avec nous. Nous avons interrogé quelques surveillants de salle et même quelques candidats. Je crois que la sérénité est de mise. Je dois d'ailleurs dire que ce week-end, nous lançons une série qui va durer 5 semaines. Série de concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature. Le ministre Joseph Lé, au cours de cette visite, exprime son satisfecit à l'endroit de tout le staff administratif de l'ENAM pour le déroulement harmonieux de ce recrutement qui n'est encore qu'à sa première phase. Et je félicite monsieur le directeur général et toutes ses équipes qui travaillent d'arrache-pied et qui ne négligent aucun détail parce que comme on a toujours dit, c'est dans le détail que le diable se cache. Et quand le diable est dans le détail, généralement, le diable peut vous gâcher tout ce que vous aurez préparé parce qu'il y a eu une petite négligence. C'est pour ça qu'à l'ENAM, il n'y a pas la moindre négligence. C'est pour que tout se passe comme prévu et de la meilleure manière. Notons que ces épreuves écrites vont se dérouler tous les week-ends, ceci pendant 5 semaines. Le week-end prochain, les candidats élèves greffiers du cycle B de la division de la magistrature des greffes, à leur tour, devront affronter leurs épreuves. Et comme annoncé en titre, ce 10 octobre 2022 est donc jour de commémoration de la journée mondiale de la santé mentale selon l'Organisation de la santé. La santé mentale est donc un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Dites-vous, Bernadine Florencinga, on regarde. Quand on dit à quelqu'un qu'il a des problèmes de santé mentale, il se fâche en disant « donc tu veux dire que je suis fou ». Parce que dans notre contexte, problème de santé mentale égale encore maladie mentale égale folie, ce qui est complètement faux. Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale, tel est le thème de la Journée mondiale de la santé mentale commémorée ce 10 octobre 2022. Une occasion de susciter un regain d'intérêt à l'égard des maladies mentales dont la charge ne cesse d'accroître, principalement chez les adolescents. La santé mentale est donc l'un des domaines les plus négligés alors que près d'1 milliard de personnes souffrent d'un trouble mental et 3 millions de personnes meurent tous les ans des conséquences nocives des substances psychoactives. Il est important de savoir que la santé mentale est déterminée par un ensemble de complexes, de pression et de vulnérabilité d'ordre individuel, social et structurel. Dans une moindre mesure, si on peut dire, le mal-être, mais c'est la spécialité la moins connue et pourtant tous. Nous le vivons, nous vivons ces problèmes au quotidien, ces problèmes qui ont un impact non seulement sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social, sur le plan médico-légal et surtout sur la productivité, sur l'économie, sur le développement. Le trouble de la personnalité étant une déviation extrême profondément enracinée, omniprésente et persistante de la pensée, de la perception et de la relation entraînant des comportements rigides à des situations interindividuelles et sociales. C'est le cas de ces jeunes qui ont souffert de maladies mentales abandonnées dans la rue. Elles ont été récupérées, prises en charge à l'hôpital Jameau de Yaoundé par le service de santé mentale. Elles sont désormais dans un état stable et peuvent s'agresser à leurs familles respectives. Moi, c'est Chimie Dylan Makesava. On mange bien, on ronfle, on se réveille à l'heure qu'on veut. On fait un peu de sport, on se relâche un peu, on faisait un peu de mouvement et tout. Et puis il y a l'ambiance. Je m'appelle Tefamo Rose Lucie. Ici, là, j'ai les amis, j'ai déjà la famille. Et puis j'ai déjà les frères. Notons que les troubles de la personnalité sont des troubles assez difficiles à traiter dans la mesure où le patient ignore que son comportement est socialement inadapté.
Madame, Monsieur, la suite de ce journal, c'est avec cette note action et innovation pour un patrimoine mondial durable au service des communautés en Afrique centrale. C'est sous cette thématique que s'est ouvert ce 10 octobre à Meyomessala, un forum des jeunes professionnels du patrimoine des pays africains. La cérémonie placée sous l'égide de Pierre Ismaël Bidongpat, ministre des Arts et de la Culture, accompagné du professeur Laurent-Serge Etondingwa, ministre de l'Éducation de base, avait donc pour cadre la salle des actes de la mairie de la commune d'arrondissement éponyme. À cet effet, écoutons donc Paul Raymond Conster au micro de Info Télévision. Les travaux du Forum des jeunes experts s'inscrivent dans toute une série de célébrations à l'occasion des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, culturel et naturel. Et le thème de cette célébration, c'est les prochaines 50 années. Et donc, il nous paraissait symbolique et important que les jeunes qui vont faire ces 50 prochaines années soient au centre de célébration. Cap à présent, à Tibati, où les fidèles musulmans de la dite ville, nous sommes bel et bien au Cameroun, se sont donc retrouvés le week-end dernier pour commémorer la naissance du prophète Mohamed. Diverses activités ont donc eu lieu à cet effet. Retournons sur ces moments avec nos reporters Jean de Abou et Abdoul ce matin. Les fidèles musulmans du Cameroun et quelques pays dans le monde se sont retrouvés samedi dernier au village d'Idango, par Tibati, dans le département du Direm, région de l'Adamawa, pour célébrer la Maoulid ou naissance du prophète Mohammed. Une célébration qui, de l'avis de plusieurs fidèles musulmans, porte sa raison d'être aujourd'hui encore. Maoulid, c'est-à-dire la naissance, autrement dit l'anniversaire. Le rappel de la naissance de cet illustre monarque qui est, n'est-ce pas, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En présence du prophète du département du Direm, plusieurs chefs traditionnels, au rang desquels le représentant du Lamido du Direm, plusieurs imams et de nombreux invités, les participants ont déroulé une série d'activités allant des récits des versets coraniques, de l'histoire, de la vie du prophète et de la prière pour la paix au Cameroun et dans le monde. Merci Dieu, le Tout-Puissant, qui nous est réunis ici à Didabo. C'est une joie pour nous tous. Je vois tout le monde, tous ceux qui sont sortis de la mosquée, très heureux, très contents. Ils ont prié pour le pays, pour la paix. Et on espère que Dieu a accepté ces prières. Pour plusieurs invités, c'est un privilège de se retrouver à Didango. Nous sommes venus assister au Maulid Nabi, à Tibati, sous l'égide de Cheikh Abou Bakr. Donc nous sommes venus accompagner le Cheikh Sherif Omar Al-Hafid, qui est venu du Sénégal, qui est un petit-fils de Rasulullah, qui est un petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani, qui est un petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Et cette commémoration du prophète qui est assez importante pour nous, les musulmans, plus particulièrement les Tijani. La naissance du prophète Mohammed est un événement qui se célèbre chaque année à cette même période. Depuis plusieurs années, la ville de Tibati est devenue le point de rencontre des musulmans du monde entier. Jean-Baptiste Assida Ahanda, patriarche et digne fils et tout dit, n'est plus, décédé le 1er septembre 2022 à l'âge de 81 ans. Il a donc été inhumé le samedi 8 octobre 2022 au lieu dit rue Manguier. C'était à Yaoundé, sa terre natale. Les détails avec vous, Théophile Vialébia. On regarde. La terre des Étoudis s'est définitivement refermée sur le patriarche Jean-Baptiste Assiga Handa. Décédé le 1er septembre 2022, à l'âge de 81 ans, l'époux de feu Marie-Thérèse Assiga Handa est inhumé ce samedi 8 octobre 2022 au lieu dit rue Mangui à Yaoundé, son village natal. La cérémonie d'inhumation se déroule dans le strict respect de la tradition Ekang. Le procès autour de la cause du décès, appelé ainsi Laou, Esia Mama Bondoa Madame Donnez, on m'a pas mora avant de la modi. Madame
la danse d'hommage aux défunts appelé Sani et la présentation du successeur du patriarche Jean-Baptiste Asigahanda sont entre autres articulations qui ponctuent la première partie de ces obsèques. Le deuxième arrêt est consacré à la messe dite par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, en présence de plusieurs autres membres du clergé. L'âme de ce fidèle chrétien catholique est confiée à Dieu pour un repos éternel et le culte des circonstances est placé sous le signe du patriarcat. Au moment donc de le remettre dans les mains et les bras de Dieu, la famille, l'Église et la nation peuvent saluer toutes ces valeurs vécues et assumer et accepter ce témoignage de vie et son aura mémorable comme un appel à une reconnaissance à notre cher patriarche Asiga. Des multiples témoignages faits lors de cette cérémonie, il ressort que l'illustre disparu a été un bon père, un bon frère et ami, un homme de qualité. Jean-Baptiste, Monseigneur l'a dit, tu as été un modèle. Je voudrais te rassurer que la nombreuse famille que tu laisses, je parle là au nom de tous mes frères et qui te représentent, trouveras toujours auprès de nous l'encadrement et l'affection nécessaires qu'un parent peut donner à son enfant. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques et commerciales, le patriarche Jean-Baptiste Asigahanda a non seulement occupé les fonctions de premier directeur général adjoint de la BDAC, mais également celle de directeur central à la BEAC. Ses collègues gardent de lui de très bons souvenirs. Les étoudis, père de un digne fils qui était un rassembleur. Garde de lui à titre de sa personnalité, le souvenir d'un homme très réservé, d'un homme distingué dans ses pratiques, dans son comportement. Je garde enfin de lui le souvenir d'un pionnier. Ce que nous pouvons retenir de notre papa, c'est un peu comme la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui vous éprouve un peu pour vous amener, pour vous obliger à vous dépasser un tout petit peu, mais qui de loin vous trouve quand même la solution et vous permet de faire les choses de manière très fortifiante. Commis de l'État, il est élevé grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Monsieur Asigahanda Jean-Baptiste, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Outre le patriarche des étoudis, Laurent-Serge Etunzingwa, par ailleurs ministre de l'Éducation de base et acteur majeur de cette belle organisation, l'on note la présence très remarquée de plusieurs personnalités et autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, des élites du département du Mfundi, des parlementaires et des membres du gouvernement, au rang desquels René Emmanuel Sadzi, ministre de la Communication, Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Philippe Margambois, ministre chargé des missions à la présidence, par ailleurs élite du Mfundi, Laurent Kodo, vice-président du Sénat et Luc Messia Tangana, maire de la ville de Yaoundé. 7. Dans la stricte intimité familiale, que le patriarche Jean-Baptiste Asigahanda a été conduit à sa dernière demeure, avec en fond sonore de la salsa telle qu'il l'avait souhaité. Toujours en nécrologie, décédé des suites d'une courte maladie, le lieutenant Serge Eto a donc été inhumé le 8 octobre 2022 dans son village natal en Kolovin, dans l'arrondissement de Mbankomo. La cérémonie d'adieu s'est donc déroulée en présence d'un parterre de personnalités, de ses camarades d'armée, de ses proches, amis et d'une forte délégation de Info TV, conduite donc par le président directeur général Dieudonné Mbala et son épouse. Le compte rendu avec vous, Ebodé Michel Azegui. On regarde.
Le dernier voyage du lieutenant Serge Etoua s'achève ce 8 octobre 2022 dans son village natal en Col-Auvin, dans l'arrondissement de Bankomo. La cérémonie d'adieu se déroule en présence d'un parterre de personnalités, des camarades d'armes, de proches, d'amis et connaissances, à l'instar de la forte délégation d'Info TV, conduite par le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Vangbala, et son épouse, venue réconforter le directeur général Parfait Aïssi Etoua et la famille éplorée. Plusieurs points essentiels retiennent l'attention de l'assistance au cours de ces obsèques, notamment la danse traditionnelle. Le Nsilaou, l'oraison funèbre donnée successivement par le patriarche Okala Etoura Bertin et le commandant de la première compagnie de la DSP, le capitaine Mitende Jean, qui sont revenus sur le parcours et le vécu du disparu. Mon lieutenant, au moment où vous entamez votre dernier voyage sur cette terre et que la terre décolve avant d'être votre dernier demeure, je voudrais vous dire tant de choses que je sais, vous savez. Vous avez été militaire en fou. Votre travail est brillant par votre sein. Plusieurs promotions, naturellement, la DSP, comme je l'ai dit tantôt, sont passées par vous. Au nom de monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, au nom de monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major d'armée de l'air, au nom de monsieur le général de division, directeur de la sécurité présidentielle, au nom de monsieur le colonel chef d'état-major, du colonel-major général à l'armée de l'air, au nom, à mon nom propre, bien sûr, j'adresse les condoléances les plus assistées et ma profonde compassion. Aussi, les témoignages de ces promotionnaires dans l'armée, ainsi que ceux de la famille, présentent un lieutenant, un frère, un ami qui s'est toujours distingué des autres par ses qualités. Ce séjour, c'était le premier 97 à avoir été choisi pour servir au sein de la sécurité présidentielle. Il n'était pas passé par les tests. Il passait, et les chefs qui étaient venus pour ces tests ont vu sa carrure et son charisme, et il a été retenu pour ça. La suite des événements, n'est-ce pas, leur a donné raison parce qu'il a servi sans arrêt pendant 25 ans. Pour nous, Serge, tu es resté un modèle. Pour nous, Serge, tu es parti de zéro pour devenir héros. Et ce n'est sans doute pas le couple présidentiel qui le démentirait. La nation perd ainsi un vaillant soldat. Un homme plein de vie et fort mentalement, vous savez. Il a perdu son épouse il y a 5 mois auparavant, mais il n'a pas arrêté de se battre. D'ailleurs, quand il décède, il est en stage. Ça veut dire que la vie continuait. Donc, c'était un militaire plein d'envie, courageux et conscient de la responsabilité qu'il avait. La grande famille Mebarkono et la famille Vognama regrettent le départ brusque de leur fils Serge Etoua. Il reste un monsieur inoubliable pour moi, surtout qu'il part à la fleur de l'âge. Une disparition pratiquement brusque, inattendue. La douleur est au paroxysme. La famille ne s'attendait pas à un tel scénario. Je pense que nous avons le cœur meurtri, le cœur transpercé. Nous prions, nous supplions le Très-Haut de nous donner la force, le courage de supporter cette douloureuse épreuve. La prière pour le repos de l'âme du défunt et le réconfort de la famille si durement éprouvée est élevée vers l'Éternel par le clergé catholique. L'inhumation du lieutenant Serge Etoua est précédée par des honneurs militaires sous la houlette du commandant de la première compagnie de la DSP, le capitaine Mitende Jean. Le lieutenant Serge Etoua quitte les siens à l'âge de 45 ans. Il laisse des enfants et une grande famille dans la tristesse. Si je vous dois une dette, effacez la mienne comme j'efface la vôtre. Merci à Théophile Ebodé et à Michel Azégué pour ce reportage. On ne peut que souhaiter beaucoup de courage à la famille ici durement éprouvée.
La suite du 20h, c'est en international. Paris et Alger en symbiose à moins de 2 mois seulement après le président Emmanuel Macron. La première ministre française est donc en Algérie pour une visite officielle de 2 jours. Et Elisabeth Borne, puisqu'il s'agit d'elle, va poursuivre le réchauffement entre les deux pays après des mois de tensions diplomatiques. Plus de précisions avec vous, Madeleine Karine Bihia. On regarde. Dépôt d'une gerbe de fleurs au monument des martyrs d'Alger qui rend hommage aux combattants algériens morts pendant la guerre d'indépendance puis au cimetière européen. C'est par des gestes mémoriels qu'Elisabeth Borne a entamé sa visite à Alger où elle a été accueillie par son homologue algérien Amané Benah Derramani. Ensemble, ils ont présidé une réunion du comité intergouvernemental de haut niveau, la première depuis 2017. Une douzaine de textes concernant les domaines de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat, l'agriculture, la création de start-up et des projets culturels ont été signés. En revanche, peu d'avancées sur ces questions qui fâchent. Durant sa visite, Elisabeth Borne se concentrera sur les sujets consensuels. Pas d'accord donc sur un assouplissement des visas. Paris attend toujours qu'Alger accélère sur le retour de ses ressortissants expulsés. Mais la première ministre française l'assure, le dialogue va continuer entre les deux pays. Pas d'annonce non plus sur la question du gaz, en faveur par exemple d'une augmentation des livraisons vers la France. Selon la première ministre française, cette visite ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera au peuple algérien et français et à leur jeunesse. Cette rencontre intergouvernementale est surtout un pas de plus vers le réchauffement des relations entre Paris et Alger. Un premier rendez-vous très politique et positif censé acter la fin de la brouille. Et c'est déjà la fin du 20h sur les antennes de Info Télévision. Madame, Monsieur, de votre aimable attention. Merci, surtout merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas, nos programmes se poursuivent sur nos antennes juste après. Retrouvez votre émission Tulinda avec à la présentation Stéphane Barga. Pour ma part, je vous quitte avec la joie et le plaisir de vous retrouver demain mardi, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition. Sur ce, portez-vous bien et très bonne soirée à tous. Au revoir.